Bienvenue à Impact IA, un podcast où l'on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Impact IA. Aujourd'hui, un spécial de fin d'année. On va faire un recap de tout ce qui s'est passé dans l'année 2025, assez mouvementé en IA. Fait que j'ai avec moi Alexis Fortin-Côté. Bienvenue. Salut Hugo. J'ai Carl Chouinard avec nous. Salut Hugo. Pourquoi je vous ai invité? Je vous laisserai peut-être vous présenter. Ça va me donner une petite idée pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui pour la revue de fin d'année. Alexis, tu veux commencer? Ouais, je peux commencer. Alexis Fortin-Côté, donc lead AI scientist chez Vauban. Ça fait 6 ans que je suis chez Vauban à faire des projets en IA de toutes sortes. Là. On a commencé avec des projets de prévision de la demande. On a fait des projets de computer vision, donc vision par ordinateur. Puis là, récemment, tout ce qui s'approche des LLM, de l'IA génératif, de l'agentique aussi est très à la mode. On a continué à faire des projets de plus qu'on appelait dans le temps machine learning, mais tout ça est encore sur la table. Voilà, donc différents projets depuis 6 ans. Ouais, normalement, on essaie de garder le micro en place. Ouais, on va essayer de pas ficher. Carl? Moi, c'est Carl Chouinard. Dans le fond, je suis Chief Product Officer chez Vauban, donc en charge de toute la ligne de produits qu'on a ici chez Vauban. Principaux produits en ce moment, c'est un produit qui vise à l'automatisation puis à l'assistance de tout ce qui est SDLC, donc Software Development Lifecycle, dans nos équipes. J'ai rejoint Vauban suite à une acquisition de ma compagnie en juin dernier. J'avais initialement lancé le département des AI il y a 7 ans, où on avait fait connaissance d'ailleurs. Puis précédemment à ça, œuvré dans la Silicon Valley en AI toujours. Donc en AI depuis environ 2012-2013. Puis mes amours remontent à même plus longtemps que ça en 2006 où j'ai fait du support vector machine. Je sais pas si vous avez fait ça dans le temps, mais... C'était ça qui marchait bien avant que ça arrive. Ouais, on n'avait pas ça de l'AI dans ce temps-là. Non, c'est ça, c'était assez violent, mais voilà. Puis, je voulais faire la revue de l'année. Dans le fond, on va partir de janvier puis aller jusqu'à décembre. Je sais pas si vous vous souvenez, en janvier l'année passée, on est arrivé, première annonce qui est sortie en janvier, c'est avec Donald Trump puis Sam Altman qui disait on va investir 500 milliards de dollars dans l'IA, qui était le projet Stargate. Étrangement, je suis pas sûr qu'on en a entendu parler beaucoup depuis, mais c'est-tu des chiffres, d'après vous, qu'on va voir passer beaucoup en IA? Je pense que c'est surtout pour les data centers. Moi, je pense que oui, puis d'ailleurs, ça a même eu des répercussions tangibles dans notre région de Québec. Fait qu'en ce moment, il y a 3 gros centres de données d'IA qui étaient en construction. Un à Donnacona, il y en a un sur Charest d'ailleurs, à Québec. Là. Ah ouais, ok. Je savais même pas que c'était un data center. Puis il y en a un autre, en tout cas, il y en a quelques autres ailleurs. Ces projets-là, initialement, visaient à justement mettre des compute centers, des GPU là-dedans pour faire de l'AI. Ces projets-là vont encore se faire, mais sont sur pause en ce moment. Fait que là, je pense qu'ils finissent la construction des buildings, puis tous les GPU s'en vont aux States pour le projet Stargate. Donc, fait que là, ils finissent les coquilles vides, mais tous les GPU, c'est ça, sont assignés là-bas. Fait que je pense que ça va se faire. Puis ça a eu des répercussions chez nous aussi. Puis c'est pourquoi? Parce qu'il y avait un meilleur acheteur de l'autre côté. Les cartes graphiques sont parties là. Puis... L'autre bord, tout est subventionné en partie. Ouais. Fait que c'est de l'argent plus cheap. Puis ce qui est malade, au même moment, l'année passée, tu as eu justement les premières versions de DeepSeek qui ont sorti, puis ça a comme un peu bouleversé notre concept de combien ça pouvait coûter trainer des modèles. Je sais pas, c'est quoi votre avis là-dessus? Pensez-vous qu'ils ont cheaté les Chinois comme la compagnie comme DeepSeek pour faire le training, ou c'est nous qui est pas assez efficient? Mais je pense que ça a été un forcé sur eux autres. T'sais. Les Chinois ont eu des versions un peu coupées des GPU qu'il y avait en Amérique. Ils se sont forcés à être plus efficients. Bon, je pense qu'il y a un chiffre très bas, 6 millions de dollars qui a été utilisé pour entraîner, qui était, je pense, un peu misleading, là, qui était, bon, le dernier petit fine-tune a coûté un peu ce montant-là. Je pense qu'il y a du coût de compute caché un peu derrière ça. Mais ça reste un ordre de grandeur moins que ce que les Américains disent que ça leur coûte. Là. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être l'utilisation de modèles pour entraîner des modèles là-dedans. Là. Je sais pas. Parce que sinon, le compute, c'est une chose, mais c'est où tu t'organises toute ta donnée. C'est quand même un enjeu assez majeur. Puis probablement un des gros facteurs de coût dans ces projets-là. Passer la gratte
puis ramasser toute la donnée sur Internet, tu sais, c'est quand même assez fastidieux comme effort, là. Fait que t'as tout l'effort de cleansing de données, de structuration des données et tout, tu sais, parce qu'évidemment, sur Internet, quand tu tombes sur Reddit, par exemple, tu sais, il y en a de la cochonnerie là-dedans, là. Fait que, tu sais, je pense qu'OpenAI, Anthropic et Google et autres, une grosse partie de l'effort, c'était justement de cleanser toutes ces données-là, de rentrer des modèles et tout. Fait que je suspecte, je sais pas. Fait que, tu sais, pour arriver à des chiffres aussi bas sur le training, c'est une chose, là, mais il y a tout le volet en amont. Fait que là, si tu réutilises les modèles existants pour juste rentrer ta donnée, tu sais, toute cette cleansing-là, dans le fond, t'en bénéficies gratuitement, là. J'ai quand même l'impression que genre les sorties comme DeepSeek a mis de la pression sur le monde occidental justement de venir sortir des modèles open source parce que théoriquement DeepSeek et open source, on peut le downloader et le faire rouler sur notre propre poste. Pensez-vous que ça a eu un impact justement sur les autres modèles comme OpenAI et compagnie? Ben, probablement, je pense que ça a été suivi d'ajustements de prix aussi au niveau, je pense, des providers, là. Bon, dans les faits, il y a resté, je pense, en entreprise un niveau de prudence face à ces modèles-là, juste par le fait que ce ne soient pas des modèles occidentaux, bien que techniquement, le code est ouvert puis on peut inspecter à l'intérieur. Je pense que ça a freiné un peu une partie de l'adoption, mais c'est ça quand même, l'application pour le public a été downloadée à maintes et maintes fois, puis ça a remplacé ChatGPT pour bien du monde pendant une période, là, tu sais, c'est une course, hein, ils se leapfrog un après l'autre, là, mais ça a montré que c'est pas l'exclusivité de la frontière était pas, en tout cas, à ce moment-là, exclusif au closed source, puis OpenAI, je pense, c'était encore vu comme la frontière, là. Maintenant, c'est de moins en moins vrai, là. Dans les derniers mois, tu sais, Anthropic, Gemini, OpenAI, Leapfrog, ils s'attendent la sortie d'un de l'autre une semaine après pour One-Up, là. Ah, exact. Pas longtemps après, en février, on a eu le lancement de GPT 4.5, un modèle un peu plus obscur, là. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont tant que ça utilisé. Personnellement, moi, ça a été un de mes coups de cœur de modèle 4.5, surtout pour l'écriture. Je sais pas si de votre point de vue, vous l'aviez utilisé un peu dans certains projets ou... C'est pas lui au début qui était un peu psychophane, là, tu sais, qui donnait beaucoup trop de gentilles paroles. Tu lui demandais je peux-tu mettre du beurre de pinot sur mes toasts, puis il disait wow, quelle question de génie. Il y a très peu de gens qui réfléchissent comme toi, c'est mal. Mais je pense que 4O l'était déjà beaucoup. Il l'était déjà beaucoup. Ouais, c'était une version de ça, en tout cas. Mais je sais que le 4.5 était peut-être une réponse un peu rapide à DeepSeek, là. Il y avait juste grossi, là, tu sais, c'était un modèle ultra lourd, là. Il y avait juste scalé de toute façon possible. Ouais. Un peu coarse, j'ai l'impression. Fait qu'ils l'ont gardé, je pense, toujours en research preview. Ça devait coûter les yeux de la tête à opérer, là. Il était lent aussi. Ouais, je pense que c'était une réactivité un peu d'OpenAI, là. Mais sérieusement, 4.5, je l'ai utilisé jusqu'à dernièrement, là, jusqu'à temps que 5.1 sorte, à peu près. Fait que je faisais tout le travail avec 5.1. Tout le travail plus de reasoning, mais quand j'avais à la toute fin pour peaufiner le texte, je retournais sur 4.5 pour faire le dernier peaufinement, mais tu vois que genre il est vraiment lent, hein, comparativement aux autres modèles dans la génération de tokens. Au même moment, on a annoncé GPT-5. Penses-tu que c'est pour la même raison, Alexis, qu'on a annoncé GPT-5 comme quasiment 2 mois d'avance? Là, on est même plus que ça, on est en février, puis GPT-5 est sorti en août. Ouais, ben j'imagine qu'il est un peu au courant que le 4.5 allait pas devenir le next big thing. Puis là, ils sentaient la pression monter, ils l'ont annoncé. Est-ce que c'est une bonne affaire un peu quand il y a trop de hype après ça, t'es obligé de livrer quelque chose de gros, là? Donc, vous souvenez-vous que Elon Musk a essayé de racheter OpenAI? Ouais, pour, je pense, 95 milliards. Ouais, 97 milliards. Ouais, mais ça, tu sais, dans le fond, c'est Elon Musk qui a lancé OpenAI à l'origine comme projet ouvert. Fait que c'était justement en réponse à... l'historique de ça, c'est Elon Musk est ami avec Sergey Brin puis Larry Page chez Google. Puis dans la vallée, il y a quand même 2 philosophies intéressantes par rapport à l'AI. Il y en a une qui est
basé sur un remplacement, littéralement, de l'humanité, en disant c'est la prochaine étape d'évolution, tout simplement, puis on en fait partie, puis le next step, c'est Silicon Base. Puis dans ce rationnel philosophique-là, il y a quand même des justifications même de voyage spatial et autres. Tu peux transporter du silicone dans l'espace facilement. Ouais. Transporter des corps humains, c'est très, très difficile. Fait que, tu sais, ça se tient que philosophiquement, le next step de l'évolution, ça peut être Silicon Base. Fait que ça, c'est une voie. Puis Google faisait partie, là, je pense qu'ils changent un petit peu leur fusil d'épaule là-dessus, là, mais philosophiquement, faisait partie de cette école de pensée-là. Puis ce qui a fait un peu freaker out Elon Musk à l'époque, parce qu'il se disait, moi, je suis un humaniste, j'aime l'humanité, puis ça me tente pas de remplacer l'humanité par du silicone. Fait qu'il avait lancé OpenAI pour justement se dire, ben, on va rendre ça disponible, open source, ouvert à tout le monde, pour être en mesure de contrer une tangente plus privée dans le marché de l'AI. Puis, ironiquement, ben, OpenAI est maintenant close. Fait que, il y a des gens qui ont trouvé une façon de fermer tous les modèles. Donc, je pense que c'était... puis ils sont en bataille juridique, d'ailleurs, en ce moment. Puis je pense que c'était un peu la motivation du rachat de le réouvrir aussi. Mais ça les a forcés à prendre une décision. Parce que là, vu que Elon Musk faisait une offre d'achat, fallait que OpenAI réponde à cette offre-là. Puis là, ça mettait clairement face au monde qu'il voulait que ça soit fermé au final. Mais là, de façon intéressante, là, dans les dernières semaines, il y a eu des discussions d'ouvrir certains modèles chez OpenAI. Donc, ce qui n'est pas fait encore, là, mais je pense que c'est en discussion sérieuse de dire que certains de nos modèles vont être open source. Probablement à cause de ce litige-là qui est en cours. Là. Ouais. Penses-tu que Elon Musk va mettre des modèles de Grok open source un peu plus rapidement? Je sais qu'il en a mis un qui est un peu plus vieux, mais il me semble pas être si hâtif non plus à publier ses propres modèles. Là. Ouais, mais c'est un peu... je sais pas si c'est l'ironie de la chose, là. Mais je pense que sa réponse à tout ça, c'est XAI. Puis de dire, bon, ben je vais moi aussi investir de façon privée massivement dans les modèles pour au moins avoir mon influence dans le marché. Là. Ouais. Vous en pensez quoi des modèles de XAI jusqu'à maintenant? Parce qu'ils sont partis vraiment en dernier ou très tard, puis finalement, on réussi à faire des modèles, somme toute, quand même vraiment performants. Ben, ils ont ces Grok 3 ou 4 cet été, tu sais, qui je pense qu'il y avait leapfrogué à un certain moment, là, qui était un des best performers, mais là, ça fait 6 mois, me semble, on n'entend plus très parler. Ils ont effectivement open sourcé une vieille version. Je pense que le gros feat qu'ils ont fait là-dedans, c'était de bâtir le data center de zéro en quelques semaines, là, essentiellement. Là. Ils ont entraîné Grok, l'hosté, puis etc. Donc, mais ouais, là, ils sont un peu plus low-key, j'ai l'impression, ces dernières... Oui, c'est parce qu'ils ont sorti quelque chose entre 2 annonces, ou le dernier, peut-être, là, il était comme caché un peu, là, mais j'avoue que moi, je l'ai pas vraiment utilisé, Grok, plus qu'il faut, là. Moi, j'utilise à l'occasion, moins que les autres, là. Plus presque pour le plaisir. Là. Je l'ai dans ma voiture, entre autres, maintenant. Il y a des modes qui sont super intéressants là, pour... il y a même un mode méditation où là, c'est une voie de méditation. T'as une voie conspirationniste où là, peu importe ce que tu demandes, ça prend une twist conspirationniste. Fait que tu dis, justement, je vais aller au bureau ce matin. En fait, ce matin, quand j'ai dit à l'auto, va au bureau, parce que maintenant, tu peux lui donner des commandes vocales, puis à part. Puis... Là, j'étais en mode conspirationniste, fait que là, il est parti sur une chire de... Le travail, c'est une façon de te mettre dans la Matrix, puis tout ça. Fait que c'est très drôle par rapport à ça. Je pense qu'un avantage majeur que XAI a par rapport peut-être aux autres en ce moment, c'est qu'ils ont des datasets massifs de données qui sont pas disponibles à tout le monde là, à travers Tesla. Tesla a filmé le monde. Le world model, là, un peu plus, ouais. Puis il y a quand même X qui drive du social de façon très, très active. Fait que c'est sûr que les autres ont accès à beaucoup de données aussi, là, mais d'avoir un feed stream temps réel de nouvelles du pouls de l'humanité à travers X, plus toute la donnée spatiale de Tesla. Je serais juste curieux de voir où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Là. Ouais, j'ai vu des gens qui ont pris justement Grok pour faire acheter des stocks à la bourse. Puis ils les ont comparés avec d'autres modèles. Puis pour l'instant, Grok semble être le plus performant. Mais c'est un peu ce que je me disais, là, justement, quand t'as toutes les feeds de news en temps réel, ça va aider à justement prendre des décisions. Ouais. Fait que c'est peut-être là l'avantage futur. J'ai hâte de voir. On est rendu en quoi? Après ça, février, mars,
En mars, on a eu, je sais pas si vous vous souvenez, là, mais OpenAI est arrivé puis il a évoqué des agents IA spécialisés. Puis là, on commençait déjà à parler des agents IA depuis l'annonce en décembre 2024 de NVIDIA. Puis là, ils ont commencé à parler de des agents qui pourraient coûter 20 000 $ par mois. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça n'a pas vu le jour, étonnamment. Ben, t'as-tu quelque chose? Non, ben je pense que c'est ça. Ils sont toujours un peu... ils essaient toujours d'être un peu à l'avant-garde de ce qui est vraiment possible dans ces annonces-là. Mais à terme, je pense que la vision n'est pas nécessairement mauvaise. Là, tu sais, ça peut clairement être... Ça peut avoir la valeur de 20 000 $ par mois facilement. Là. Il y a bien des tâches qui coûtent plus cher que ça qui seraient probablement supportées par ça. Est-ce que c'était prématuré un peu de dire peut-être le mois prochain, l'abonnement va passer à 20 000 $? Là? C'est peut-être différent, là, mais... Ben, je pense clairement, c'est ça. Je pense clairement le marché futur va probablement attendre vers ça, vers des coûts plus élevés sur des agents spécifiques, là. Je pense que leur rationnel, c'était surtout à l'époque, là, là, quelques mois. Et ça mouselle En AI, ouais, c'est comme une autre période, mais je pense que c'est surtout sur la recherche fondamentale, là. Ils se disaient, si on est capable d'atteindre un niveau de PhD de level, puis qu'on est capable de faire de la recherche à des agents, un chercheur, ça coûte 200 000 $ par année. Si je suis capable d'effectuer une recherche pour 20 000 $, mais c'est un bon deal au final. Fait que je pense que c'était surtout ça l'angle qu'ils prenaient pour justifier ce pricing-là. Mais prématuré, considérant que je pense qu'ils ont sous-estimé le niveau de contexte requis pour faire de la recherche, là, qui est super élevé et qui dépasse les limites des modèles et tout pour le moment. Mais je pense que c'est une question de temps avant que ça devienne une réalité. Moi, c'est ça, tu penses que ça va arriver dans un jour là. On parle pas de 2 ans, 3 ans ou... Même si c'est 2-3 ans. Ouais. Mais ouais, je pense que ça va arriver. C'est de quel niveau de recherche aussi peut-être atteignable, là, parce que veux pas le niveau de recherche, les PhD de maintenant, ben, ils poussent autant qu'avant, mais par contre, t'es rendu tellement dans une petite niche que le niveau d'impact de son PhD, de quelqu'un qui fait son PhD sur la société en 2025 est pas le même que dans 1850. Là. T'as une nouvelle notion de mathématiques qui se partageait, là, donc fait que là, si je pense ces notions pointues-là, ben je pense que l'IA c'est ça, je pense que le comparatif d'une thèse d'aujourd'hui, un IA peut probablement générer un document à peu près équivalent, là. Mais est-ce qu'on va se rendre à le chercheur de pointe qui a débloqué une nouvelle technologie de batterie, on va se rendre sûrement un jour, là, effectivement, mais je pense que c'est ça, ils visent les premiers steps d'échelon de PhD peut-être, là. Ben, je pense que ça ouvre, là, tu sais, en fait, dans le système field, là, si tu regardes toute la science, là, il y a beaucoup de domaines qui sont un petit peu à l'arrêt, là, depuis les années 50, là. Tu sais, si tu regardes la physique, la chimie, la biologie, tout ça, tu sais, oui, il y a des découvertes itératives, mais, tu sais, comme tu dis, Alexis, qui sont de plus en plus pointues, là. Puis je pense que on est probablement rendu à un niveau de maturité, même au niveau de la science, pour commencer à créer des nouvelles catégories. Tu sais, fait que de merger des domaines ou de faire du mixage de domaines pour justement découvrir des nouveaux trucs, là. Fait que c'est quoi l'intersection entre la physique, la chimie et la biologie, par exemple, là, c'est quoi l'osmose qu'il y a là-dessus. Puis là, ça te requiert tellement de connaissances qu'il y a personne qui l'a, cette connaissance-là, parce que tous les chercheurs sont dans des silos de recherche, là. Fait que c'est dur de justement avoir accès à tout le mindset requis pour faire cette intersection-là, alors que l'AI, là, de par son entraînement. Fait que je pense que ça va peut-être amener à des nouvelles catégories même dans le STEM field, là. Qu'on ignore jusqu'à maintenant. On va en parler, je pense qu'on est rendu dans le mois de mai, là, mais ils ont sorti AlphaFold 2 ou 3, qui avaient tout catégorisé, pas catégorisé, là, mais solvé le génome humain. Ouais. Puis là, à partir de là, tu es capable de tester des nouvelles molécules, des nouvelles médications. Avec ce que tu racontes pour aller absolument beaucoup plus loin. Là. Absolument. Oui, on a pris de l'avance un peu, là, mais je pense qu'avec AlphaFold, ça a l'air d'avoir révolutionné là, ce champ-là c'est biochimie essentiellement, là, un peu moléculaire, puis les autres, c'est comme ça change. C'est un paradigme shift, là, fait effectivement, peut-être qu'il était un peu pris là-dedans. Là. Ouais. Mais ça n'a pas rapport. Je pense qu'avant, pour modéliser une protéine,
X, ça prenait des mois et des mois. Ouais, Une équipe, tu pouvais faire ton PhD pour faire ce travail-là. Ouais. Puis là, maintenant, eux autres, ils l'ont juste automatisé de A à Z, là, ce qui est quand même malade. Ben, ils ont mappé toutes les protéines. Ouais. Fait que c'est un catalogue maintenant disponible. Mais effectivement, ça prenait des mois, des années pour faire ça. Ouais. Puis là, ils sont toutes mappées, ce qui est assez fou. Ouais, c'est vraiment malade. En avril, on avait pris un peu d'avance sur le mois de mai, mais en avril, on a eu les modèles qui sont sortis O3 et O4 mini. Les modèles suivants, puisqu'on avait eu O1, qui était comme le premier modèle réellement de reasoning. Mais avec O3 et O4, là, ça popularise beaucoup plus le reasoning. Pensez-vous que le reasoning, ça va être l'entièreté des modèles qui vont sortir? Est-ce qu'on abandonne un peu les modèles qui font simplement du Next Token Prediction? Ben, je pense que je serais curieux de t'entendre aussi là-dessus, là, Alexis, dans les projets que tu fais. Là, mais tu sais, il y a plusieurs utilisations possibles pour ces modèles-là. Il y a des choses qui ne requièrent pas nécessairement du gros raisonnement, là, justement. Puis le raisonnement, c'est super intéressant. Ça amène les modèles ailleurs, mais ça consomme énormément de ressources et de tokens. Là. Fait que c'est des modèles qui sont dispendieux à utiliser. Puis dans beaucoup de projets qu'on fait ou dans beaucoup de cas d'utilisation, comme par exemple faire une translation de texte, ben, tu n'as pas besoin de gros raisonnement là, pour faire ça, par exemple. Fait que je pense qu'il va y avoir des modèles spécialisés pour différentes tâches. Un modèle de raisonnement, ça a clairement sa place, mais je pense qu'on va continuer à avoir des modèles plus spécialisés aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est juste c'est une façon de tirer plus de jus d'un modèle particulier. Là, mais ça donne qu'on peut le mapper à un humain, de dire « Ah, il pense plus fort, il a pris son temps avant de répondre. » Je pense que c'est un peu de l'anthropomorphisme que de dire que j'y laisse le temps de penser plus, puis c'est une façon d'utiliser plus de tokens pour être plus précis. Un peu en image aussi, tu peux faire ça, là, quand il y a une prédiction sur une image, tu peux même au moment de référence, tu peux la présenter sous plein d'angles différents, changer un peu la couleur pour voir si dans cet ensemble de réponses-là, ça va être la bonne. Là. Fait que ça enlève un peu de bruit, je pense. C'est comme le trade-off. Mais c'est quand même un important trade-off, là, tu sais. On utilise, nous, notre programme de programmation, là, on va utiliser Windsurf. On a une panoplie de modèles qu'on peut choisir, là, puis des fois, on alterne Gemini 3 et GPT 5.2, tu sais, qui sont tous fort bons, sont longs à faire, sont assez performants, mais le gros game changer, c'est de prendre la version de titre, là, il y a le Software Engineer 1.5 là, qui est fourni par Windsurf, que c'est un ordre de grandeur plus rapide, tu sais, ça change la mécanique. Là, présentement, on est comme à l'époque de compiler notre programme C, ça prend des minutes, fait que là, t'as le temps de t'en aller faire autre chose. Bon, on a vu apparaître des Rubik Cubes sur les bureaux. Exactement, tu sais, j'attends que le client y écrit, mais celui qui répond instantanément, c'est comme ultra dynamique, puis oui, genre, il est pas capable de faire un aussi bon job de gros contexte, mais tu sais, pour les petits changements, là, quand c'est instantané, c'est un autre game changer. Fait que c'est tout le temps ce trade-off-là. Là. Puis Microsoft même prend un bet sur les mini-modèles, là. Fait que des modèles ultra spécialisés par domaine d'activité, justement, là, si tu leur poses une question à l'extérieur de ce champ-là d'expertise, le modèle, c'est juste pas, là. Fait que il y a beaucoup d'approches différentes. Fait que je pense que ça va être un mix de tout ça. Mais ça a du sens justement quand on fait des systèmes agentiques de justement avoir des micro-modèles spécialisés à des places dans ton système pour être efficient au final. Ça fait beaucoup de sens, c'est ça. Ouais. En mai, je sais pas si vous vous souvenez, en mai, VO3 est sorti. On a... Internet été un chat. Ouais, c'est pas ça, là. Tu me des lapins sur la trampoline ou... Ouais, il y a plein de choses. C'était quand même capoté parce que tu as eu Sora qui ont annoncé à peu près 1 an d'avance. Puis là, au moment où ils avaient annoncé Sora, ils montraient des images. T'étais comme, non, ça se peut pas. Là. Ils ont dû cheater. J'étais sûr que c'était des vidéos. Finalement, Sora sort, qui était un peu décevant comparativement à ce qu'il avait montré dans les previews. Ouais. Puis tu sais, je l'avais pas tant utilisé que ça, Sora, au final. Puis quand VO3 est sorti, là, ça a été quand même un game changer. Là, je sais pas, l'anecdote que j'ai eue, c'est que la journée que c'est sorti, j'ai dit à Kevin ici, hey, je vais tester VO3. On avait un projet d'animation à l'interne, puis je l'installe les pillages, je commence à générer des vidéos. Puis là, il m'écrit, il dit, hey Hugo, il dit, tu viens de dépenser $100 des crédits, c'est-tu correct? Puis là, il me réécrit comme 30 secondes après, il dit, t'es rendu à 200. Puis là, il m'écrit 4 minutes après, t'es rendu à 500. Puis là, moi, le temps que je vois le message, je fais comme, oh boy. Ouais, ça. Ouais. Wow. Je pense que ça coûtait $8 par vidéo à peu près. Puis là, je m'étais fait un script pour en créer plein parce que je voulais tester plein
plein d'affaires. Puis là, j'en ai généré tout plein en même temps. Puis finalement, ça a été le 500$ le plus vite dépensé en 7 années. Ben oui, ça a été un gros, je pense, game changer. Je veux dire, Internet s'est fait flooder de vidéos de Stephen Hawking. Stephen Hawking est bien devenu très populaire. Ouais. J'ai de la gymnastique, là, du pole vaulting. Du ski, des rampes de skateboard et tout. Là. Mais clairement, ça c'est un domaine en ébullition aussi. J'ai hâte de voir où ça va aller. Pour l'instant, c'est relativement de courte durée, ce qu'on peut faire. Ouais, exact. Puis, mais la courte durée, c'est rendu king aussi, là. Oui, ouais, c'est exact. TikTok et Instagram dans ce monde, on est là-dedans. Ouais. Tu sais, pour vrai, moi, mon plus grand rêve, c'est d'écouter un film puis de pouvoir customiser mon film. Tu sais, imagine, tu t'en vas sur Netflix. Je me souviens, une des premières fois qu'on s'est parlé, Carl, tu me racontais ça. Tu dis, à un moment donné, on va aller sur Netflix ou peu importe la plateforme, puis on va pouvoir avoir notre vidéo, notre film sur mesure. Puis j'avais de la misère à m'imaginer comment on allait se rendre là. Finalement, VO3 sort, puis t'es comme, OK, ça va être 100% possible. Puis, non, je pense que tu pourrais avoir une trame narrative, même textuelle. Tu imagines que tu as un scénariste qui écrit vraiment une trame narrative, puis qui définit un peu de spécifications sur le visuel, tout ça. Puis là, ça te génère une version. Puis après ça, toi, tu es capable de customiser cette version-là avec justement des intérêts personnels ou avec du... Ouais. Je pense qu'ils vont le faire pour nous, là, en fonction des swipes qu'on a fait dans la dernière semaine. Ben oui. La version Netflix de Stranger Things 8, genre, et là, lui, ça va être des angles de vue de ce genre-là, faut que c'est sur ce personnage-là. Ouais. L'autre personne, c'est l'autre personnage, plus story, plus horreur, plus telle affaire. Là. Mais là, je pense que tu viens de parler de l'idée à 100 milliards qui est ça, mais appliqué à de la publicité. Là. Ben oui, exact. La publicité ultra targetée pour... Non, mais ton placement de produit devient incroyable. Là. Si tu es capable de justement modifier ce visuel-là par personne, pour chaque individu, là, ça devient assez incroyable. Là. C'est un peu à ce moment-là aussi que Google s'est un peu réorienté, on dirait, parce que, tu sais, ils avaient sorti leur modèle de génération d'images, j'ai oublié le nom, là, avant VO3, qui était très, je dirais pas censuré, là, mais il avait mis beaucoup de... Il y a eu la polémique il générait des nazis noirs, puis il générait des... Il y avait plein des soldats de Napoléon asiatiques, là, tu sais, ils forçaient des choses... Là, il y avait comme un backtracké fort on peut plus quasiment rien générer. Mais ouais, je me souviens plus du nom de ces modèles-là. Là. Non plus, ça m'échappe. Mais je pense que Google a fait un bet quand même intelligent sur tout ce qui est multimodal. Là. Fait qu'eux autres, c'est vraiment leur bet. C'est comme ça qu'ils se positionnent maintenant dans le marché comme étant la compagnie qui a les meilleurs modèles multimodales. Puis là, je pense qu'on commence à voir le résultat de ces investissements-là qu'ils ont fait. Là, avec... c'est même Nano Banana, c'est vraiment incroyable. T'as VO3 pour la vidéo. Même Notebook LM pour l'audio, générer des podcasts, tout ça. Fait que je pense que là, s'ils commencent à récolter les fruits de cet investissement-là. Tantôt, on parlait que Tesla avait le flux de vidéos d'automobiles. Ils ont Google, ils ont YouTube. Non, c'est ça. Ouais, pour vrai. Puis, tu sais, je sais pas si vous l'avez testé, j'avance encore plus vite, là, mais avec Gemini 3, là, tu passes des vidéos complètes. Tu peux uploader une vidéo, il demander des commentaires, puis il va te faire autant des commentaires sur le transcript que sur le visuel. Fait que c'est quand même assez malade. Il y en a un en juin. En juin, on a encore annoncé l'arrivée de GPT-5, fait que là, il se répétait un peu. Mais en juin, on a aussi eu Midjourney qui ont lancé leur premier modèle de vidéo. Puis, je sais pas ce que vous pensez de Midjourney, mais de mon point de vue, j'ai cancellé mon abonnement après VO3, puis après Nano Banana, puis les autres, même le modèle de génération d'images OpenAI, Midjourney se sont fait complètement dépasser. Écoute, c'est un space qui est difficile parce que même moi, j'avais une start-up l'année passée qui faisait justement du vidéo. Ce que tu viens de décrire, là, on le faisait l'année passée sur de l'analyse de vidéo et tout. Fait que c'est un domaine qui est excessivement compétitif, qui va très, très vite. Dans le cas de Midjourney, moi aussi, j'avais un abonnement, j'en ai plus. Je sais pas où cette compagnie-là va aller, mais clairement, des petites compagnies qui font du training là, de modèles, ça doit être un space très difficile pour rester relevant. Je pense que le relevancy de ces petites compagnies-là va peut-être se faire sur des domaines plus spécialisés.
Fait que je serais pas surpris de voir Midjourney prendre une verticale X puis essayer de se camper là-dedans. Ouais. Déjà, s'il y avait un API, ça aiderait à l'exploiter un peu. Là. Ouais, exact. Ouais, c'est là qu'il y en a qui se distinguent un peu. C'est plus dans l'UX, là, tu sais, c'est stitcher les bons modèles ensemble Ouais. au bon moment de façon facile. Là. Mais, ouais, c'est ça. Te battre contre du Nano Banana qui, ben là, la semaine, hier que GPT 1.5 vidéo qui est sorti. Ouais, il s'est passé de ça. Je sais pas si vous avez eu le même shift, là, mais Gemini 3 est sorti. J'ai embarqué quasiment full-time sur Gemini. Puis j'ai un peu abandonné OpenAI puis ChatGPT. Puis justement, le modèle d'image est sorti. Puis je m'en suis rendu compte comme une journée après, là, alors que normalement, j'aurais été le premier à l'utiliser. En tout cas, moi, c'est Ben, mon expérience. C'est ça, comme chez Vuban, on est dans le Google Workspace. Là, tout le monde, tu sais, depuis le début de l'année, même avant, tous ceux qui en avaient besoin, on avait des licences ChatGPT. Et là, je regarde autour, là, on a encore la licence ChatGPT, mais le monde, ils vont dans Gemini à la place. Ouais. Gemini 3 Pro, il est là, il est un peu meilleur, plus rapide. Son interface est encore un peu en arrière de ce que ChatGPT fait, mais pour X raison, le monde commence à... tant qu'à avoir généré mon image là, je vais continuer de parler. L'output est bon. Quand tu continues d'être là, même si techniquement on est encore abonné à ChatGPT. Là. Non, les chiffres d'utilisation c'est fou, là. Puis là, on prend probablement d'avance sur notre calendrier, là, mais sur notre vue. Mais tu sais, même les OpenAI a activé le code rouge il y a quelques semaines. Fait que Sam Altman a dit code rouge, ça va pas bien. Fait que c'est sûr que le user base est en diminution. Puis t'avais Lex Fridman qui était allé faire une entrevue avec Sundar Pichai, là, qui est le CEO de Google. Ça fait, je pense, 2 ans et demi ou 3 ans. ChatGPT commençait à être populaire, prendre la popularité. Google n'était pas là du tout. Bard, là. Bon. Puis, même si ironiquement, le paper Attention is what you need a été écrit par eux, par des chercheurs chez Google. Fait que c'est l'ironie totale de la chose, mais il était complètement en retard. Puis quand Alex Fridman était allé sur le campus de Google, Sundar Pichai lui montrait tout ce qu'il était en train de déployer comme infrastructure pour rattraper le temps perdu. Puis c'était là, des dizaines de milliards d'investis. Fait que littéralement, il construisait des buildings, de l'infrastructure, des centrales électriques. Puis ce que Lex Fridman disait, c'est incroyable de voir un déploiement aussi massif, aussi rapide de capitaux pour rattraper une course, là. Fait que j'ai hâte de voir, mais c'est sûr que j'aimerais pas nécessairement être dans les souliers de Sam Altman en ce moment, parce que c'est sûr que la pression monte de partout. Puis je pense qu'il manque à OpenAI, c'est tout le volet applicatif que Google a. Fait que tu sais, t'as des Gmail, Google, tu sais, toute la suite applicative, t'as l'intégration partout. Puis t'as YouTube, t'as tellement de choses qui feed tes modèles, puis que les modèles feed ces outils-là. Fait que ça va être difficile, je pense. Ouais. T'as comme Google qui font comme 70 milliards par année de profit, puis OpenAI qui engloutissent, je sais pas combien de milliards par année, il n'y aura même pas de profit d'ici 2030, selon les chiffres pour OpenAI. C'est ça, puis même quand tu regardes, la rentabilité de ces modèles-là va probablement finir ou aboutir par être sur du ad, comme dans toute bonne technologie. Là. Ils l'ont testé un peu, justement. Là. Au moment où il a fait son code red, il y a du monde qui commençait à voir des ads apparaître dans les résultats de ChatGPT. Puis écoute, dans un sens, ça peut faire beaucoup de sens de monétiser tes modèles de cette façon-là, si c'est bien fait et tout. Sauf qu'encore là, qui contrôle tout le réseau de distribution d'ads aujourd'hui? Ouais, Google. Google, en grande majorité. Fait ils sont dans les télés, tes téléphones, ils sont sur le web. Fait que toute la mécanique de distribution, d'acquisition des ads, c'est eux qui la possèdent. Encore là, ils ont un avantage significatif. Là. Ils commencent à le tester même. Là, quand on l'utilise Gemini 3, là, puis des fois, quand tu poses une question, là, pour l'instant, il référence une vidéo YouTube. Puis comme c'est next step, ça sera pas une vidéo YouTube qu'on va référencer, là, ça va être une pub du Home Depot. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, tu poses des questions sur tes rénovations, puis t'as des pubs du Home Depot, ça va être quand même malade. En juillet, je continue d'avancer. L'ONU fait une alerte sur une hausse de 150% des émissions de carbone liées aux données IA. Ça, on m'en parle souvent, là, justement, les data centers, ça prend de l'énergie. Puis on en construit quand même de manière significative en ce moment. Pensez-vous qu'au final,
parce qu'on focus beaucoup sur la dépense, là, mais pensez-vous qu'au final, il y a un gain quand même avec les modèles d'IA, malgré le fait que ça prend beaucoup d'énergie? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est... bon, premièrement, il y a énormément de traitement de données qui se fait de façon beaucoup plus optimale dans ces modèles-là qu'à l'extérieur de ces modèles-là. Fait que, puis juste nous, en tant qu'humains, mais de se déplacer au bureau, d'ouvrir son ordinateur, puis de prendre des fois des heures, des jours à faire des tâches, mais c'est très énergivore aussi. En fait, je pense que ça l'est plus au final. Fait que je pense qu'il y a un avantage à déplacer du traitement d'informations dans les modèles, de un. De deux, ça met une pression super positive, je pense, sur tout le domaine de l'énergie. Donc, c'est un domaine qui, tant qu'à moi, est un petit peu stagnant aussi. C'est-à-dire qui avait du mal à innover, ou en tout cas pas de pression forte pour innover sur la production d'énergie, soit de nouveaux types ou autres. Il y a énormément de recherche en ce moment qui est fait dans le nucléaire, entre autres, pour faire des mini-centrales nucléaires super sécuritaires et tout, qui peuvent alimenter ces centres de données-là. Il y a plusieurs projets qui existent. Il y a un Canadien, entre autres, qui c'est un génie, j'ai oublié son nom, mais 13 ans, il avait son doctorat, là, je pense, ou 13 ou 14 ans. Puis lui, il a fait justement une mini-centrale nucléaire qui tient à peu près dans une pièce comme ici, que tu es capable de mettre sous terre avec une durée de vie de 50 ans. Fait que c'est littéralement un container, 50 ans de durée de vie, qui coûte environ 20 à 30 millions de dollars, qui est capable d'alimenter une ville d'environ 20 à 30 000 habitants. Fait que c'est des modèles puis des innovations, je pense, qui vont... Puis là, les compagnies technologiques, maintenant, ont beaucoup d'incitatifs à investir dans ces sources d'énergie-là. Google, entre autres, investit dans la recherche nucléaire, Microsoft aussi et autres. Mais je pense que ça va avoir un avantage, un effet positif là-dessus sur, justement, l'innovation dans la production d'énergie. J'ai même vu dernièrement Elon Musk qui parlait d'envoyer, justement, les data centers dans l'espace puis utiliser l'énergie solaire directement via l'espace puis ramener l'information sur Terre par la suite. Là. Ouais. Ouais, il a parlé, c'est ça, de prendre ces Starlink comme data center. Là. Ouais. Fait que, c'est le cooling, je pense, ça va être le problème, mais... En fait, tu radis ça dans l'espace, il n'y a pas beaucoup de challenge engineering, là. Fait que c'est là. On a en fait eu GPT-5 qui est sorti. Il y avait une très, très grosse bulle autour de GPT-5. On s'attendait à ce que ça soit un game changer total. Finalement, GPT-5 est sorti, puis on a fait toujours pas qu'à compter le nombre de baies dans Blueberry. Ouais. Puis finalement, est-ce qu'il y a eu un lead de performance immense? Je suis pas sûr. Ça a été l'aspect de choix automatique de modèle qui était la grosse feature du jour, là. En pratique, je pense que quand on l'utilise en mode chat, fine, qu'il choisit lui-même, là, mais quand on l'utilise pour le code dans Windsurf, je suis encore très sélectif sur quel modèle est, puis c'est le pire. Hein? Oh, ça n'a aucun sens. Hein? Ils ont comme 15 versions, là, GPT. Ça commence à 5. Je pense que le 5 est encore là. Tu as eu le 5.1. 5.1 Codex. Puis là, de tous ceux-là, ils ont tout un dérivatif de no thinking, low thinking, medium thinking, high thinking, extra high thinking. Fait que là, c'est un peu, là, ça devient un peu... Puis on a sorti un autre qui c'est un X-High Thinking. C'est ça, extra high thinking. là, ça, c'est plus côté Windsor, mais là, t'as la version fast qui travaille. T'as plus de priorité dans la queue, là, mais en tout cas, ça fait que t'as peut-être 4-5 choix de modèle Claude, 2-3 choix de modèle de Google, puis 28 de ChatGPT 5, là. Fait que bon. Ouais. Au même moment, Anthropic ont répondu avec Claude Opus 4.1 qui coûtait une fortune, me semble. C'était à 20 fois le coût. Ouais, Puis X qui a lancé Grok Imagine. Mais, bref, sans restriction de contenu. Je pense que c'était ça le point important ici. Ouais. Je sais pas si vous l'avez testé un peu. Pas tant. Claude, oui. Puis même à ce jour, personnellement, j'ai encore un billet pour ce modèle-là. Ouais. Plus de 4.5 maintenant, là, mais pour le code, entre autres. Puis des fois, c'est juste des habitudes d'utilisation puis de prompting. Là, tu développes justement des techniques avec certains modèles. Là. Ça reste personnellement un de mes favoris encore. Puis le non-censoring, je pense que c'est une tendance qui est aussi en cours. Je pense qu'on
même OpenAI, maintenant, en fait des annonces comme quoi il allait décensurer certaines parties des modèles pour du contenu plus adulte. Fait que, à voir où tout ça évolue. Mais même chez Vuban, là, je pense que Claude Opus 4.5, c'est le modèle qui est le plus utilisé pour coder. Tu sais, même, je l'ai demandé plusieurs fois, tu sais, Gemini 3, il est bon. Essayez GPD 5.2. Puis finalement, ça revient tout le temps. Tout le monde revient naturellement vers Opus 4.5. Quand on dit « Ah là, j'ai une grosse tâche à faire », c'est comme Opus 4.5. Puis on est rarement déçus, là. Je pense que c'est assez... Vraiment déçu. Puis en termes de pricing ou de prix, là, je trouve que c'est quand même relativement raisonnable. Tu sais, comme nous, dans mon équipe, on utilise justement la version Pro Max 20. Donc, c'est 20 fois l'utilisation du modèle de base. Là, puis c'est à 200 US, fait que 280 $ par personne. Puis on l'utilise énormément. Là. Puis on s'est jamais tapé dans une limite quotidienne. Fait que, tu sais, on développe des trucs, par exemple, là, en se levant le matin, on fait une requête. On dit « Allô! » Parce que dans le fond, avec Claude, le compteur, il set à toutes les 6 heures ou 7 heures, je crois. Là. OK. Fait que si tu dis « Allô » à 6 heures le matin, ben là, techniquement, tu resets ton utilisation à midi. Ah ouais? Ouais. Fait que on a développé... Fait que vous l'avez optimisé. Ouais. Fait qu'ils font peut-être pas d'argent avec nous, mais en tout cas, je trouve qu'économiquement, c'est quand même raisonnable. On s'en va en septembre, Gemini 3 qui a eu une médaille d'or à l'ICPC. Bref, ils ont battu des concours de mathématiques assez fous. Puis Mistral, moi je l'avais complètement oublié, là, mais on parle d'un investissement de 1,3 milliard d'euros pour Mistral. Est-ce que vous utilisez Mistral pour quoi que ce soit? Ou... Non. C'est l'effort européen, je pense que c'est leur bannière pour dire on n'est pas 100% dépendant des Américains. Est-ce que même sont rendus, ils sont en arrière encore même des Chinois de ce côté-là, mais c'est un bon effort, je pense, là, de leur côté. Mais de notre côté de l'Atlantique, on a peu d'incitatifs à utiliser cette version-là d'un LLM. Là. Je suis d'accord. Je pense que sur je pense 50 modèles, je pense c'est numéro 50 là, en termes de performance. Là, c'est en bas de liste. Par contre, je pense que tout pays qui a les moyens d'avoir une certaine souveraineté par rapport à ça, au Canada, on a Cohere. En Europe, mais c'est Mistral, c'est leur réponse. Je pense que c'est important de rester dans la course d'être actif là-dedans. Puis Et puis je pense que c'est ça dans les notes des questions. Un des investisseurs, c'est ASML, qui est un peu la clé de voûte de tout ce qu'on parle. C'est ceux qui font les machines, qui font la lithographie. Sans ça, il n'y a pas d'NVIDIA, il n'y a pas de Taiwan Semiconductor, il n'y a plus rien. Là. Ils tiennent la clé de voûte de ça. Là. C'est assez impressionnant. Mais c'est les Allemands, eux autres. Non, ils ne sont pas allemands, c'est néerlandais, je pense. Ouais. OK. Mais la lithographie, c'est absolument malade mental. Là. À quel point il faut que ça soit précis pour que ça fonctionne. Ouais, il y a juste à peu près il y a Taiwan Semiconductor qui sont les seuls à être capables d'opérer ça à la frontière de la performance. Mais ils dépendent à 100% de ASML qui font ces machines-là. Que ASML eux-mêmes ne sont pas capables de les opérer, là, essentiellement. Là, c'est une espèce de chaîne tellement étrange de dépendance. Ouais, c'est un bottleneck incroyable là, dans l'industrie. Là. Fait que c'est littéralement une compagnie qui est capable de produire les chips. Il y a Samsung qui est capable de le faire aussi, mais avec un taux de rejet de 20%. Fait que c'est une chip sur 5 qui est mise à la poubelle. Puis là, ils essaient de construire une usine aux États-Unis là, pour faire ça, mais c'est intéressant parce que ça va même au niveau culturel. Ces compagnies-là, en fait, pour être capable d'opérer et de produire des chips, tu es littéralement rendu à du 3 nanomètres de précision. Ça veut dire que ton laser, là, c'est 3 nanomètres, là, c'est infiniment petit. Ça se compte en atomes, là, les distances. Là. Ben là, c'est 3 atomes, là, littéralement, de précision. Fait que ça veut dire que quand le laser est envoyé sur le matériel, là, c'est 0 vibration. Tu peux pas avoir de vibration sur le bâtiment au complet. Là. Fait que si le bâtiment fait 100 000 pieds carrés, là, c'est une stabilité absolue que tu dois avoir.
zéro poussière, zéro contaminant, pas de vibration même sonore. Tu sais, c'est extrême comme niveau de précision. Puis là, c'est intéressant parce qu'ils essaient d'en faire une aux États-Unis en ce moment. Puis le niveau de précision que ça prend pour construire ces immeubles-là, ils l'ont pas. Fait que culturellement même, tu sais, on est en Occident, on est un petit peu plus peut-être créatif, puis dis-moi pas trop quoi faire, puis ça fait 30 ans que je fais ça de cette façon-là, puis je vais continuer à le faire de ma façon. Puis... Mais là, pour arriver à ce niveau-là de stabilité et de précision, il faut que tout soit fait à la lettre. Fait que tu peux pas être créatif, là. Faut vraiment que tu suives les règles, tu sais, de façon excessivement disciplinée. Fait que même pour nous, de juste construire le bâtiment, c'est culturellement difficile. Fait que c'est vraiment intéressant. Alors qu'à Taïwan, ben, ils sont dans un autre mindset, une autre mentalité, où là, ils sont beaucoup plus disciplinés à suivre des règles, tu sais, écrites puis spécifiées, à suivre les spécifications à la lettre, ce qui fait en sorte qu'ils sont capables d'opérer ces machines. Fait que c'est vraiment intéressant. Là. C'est, au-delà de la technologie, là, c'est même des enjeux culturels pour opérer ces bâtiments-là, ces machines-là et tout. J'essaie de vous retrouver une vidéo. J'ai vu une vidéo sur YouTube justement qui explique le procédé pour justement créer ces chips-là. C'est complètement fou. J'essaie de vous le partager. Je vous emmène en octobre. OpenAI lance Atlas. Savez-vous de quoi on parle? Ouais, le browser, là. Ouais. Je l'ai installé, je l'ai essayé une fois, j'ai fait je l'ai pas rouvert depuis ce temps. C'est une constante. Similaire. Mais le pire, c'est qu'ironiquement, je me suis dit, waouh, ça peut être game changer. Je fais beaucoup de vélo de montagne, puis là, juste comme expérience, j'ai dit, va sur Internet puis achète tous les composants de mon vélo. Fait que là, je donne le numéro du vélo, l'année, puis il est parti sur le web, il a fouillé partout, il est allé sur Amazon, entre autres, puis d'autres sites d'e-commerce. Il a rempli les shopping carts avec toutes les bonnes pièces. Fait que tu sais, j'étais quand même impressionné. Puis j'ai fermé le browser puis j'ai jamais réouvert. Mais c'était très lent. Fait que je pense que c'est un problème de UX principalement. Là. C'est tellement long qu'à un moment donné... Ouais, moi, c'était juste trop long. J'essayais de faire des tâches comme ça, puis il time out avant d'avoir fini. Ouais. Fait que ça plantait, littéralement. Là. Fait que Faut que tu le check, là, puis... Ben, je pense même que ça se reflète un peu d'un benchmark. Ils sont capables de faire des choses bien compliquées, mais un taux de réussite de 40%. Fait que s'il faut que tu le babysites, c'est long. Ben, en plus, tu perds le fruit, là. Parce que j'ai eu la même réaction. J'ai installé Atlas, j'ai tout migré vers Atlas, mes liens, mes affaires, tu sais. Mais je l'ai mis comme navigateur par défaut. Ça a duré une journée, puis j'ai tout ramené vers Google Chrome, là. Meta, ça a brassé quand même aussi. Là. Ils ont eu une suppression de 600 postes dans leur unité IA. Puis au même moment qu'ils ont fait des investissements massifs, Yann LeCun aussi qui est parti de Meta, qui était le chief... je sais plus c'était quoi son rôle. AI officer, ouais, je sais pas quoi. Chief AI officer, écoute, genre. Vous pensez quoi de Meta? Parce que là, on a parlé de tout le monde sauf Meta depuis le début du podcast. Ben, moi, cette compagnie-là m'a quand même surpris cette année. Justement, j'étais pas un grand fan de Facebook en général. Par contre, d'un point de vue technologique, ils ont une culture de faire des choses intéressantes. Là. Je pense à React dans le temps, qui est devenu le framework dominant sur le web parce que, bon, c'était bien documenté, c'était bien fait à l'époque. Là. Même chose pour... ça a été une des seules compagnies à faire de l'open source at scale en AI. Open source, c'est les modèles et tout. Fait que... C'est PyTorch, tout le monde. Ben oui, PyTorch. Tout le monde s'est standardisé là-dessus. Là. Même l'effort de Google, le TensorFlow, ça reste cette propriété vraiment de Google pour rouler dans leurs affaires, mais sinon tout le monde s'est standardisé sur PyTorch. Là. Fait qu'ils font des super belles choses. En même temps, je pense que d'un point de vue orientation d'affaires, je pense que c'est une compagnie qui cherche encore un petit peu, là. Ils ont investi comme 10 milliards dans le VR. Je pense qu'ils pensaient que ça serait le prochain Saint Graal. Ça non plus, ça s'est pas matérialisé. Là. Moi, j'en ai un Oculus chez nous. Puis je le mets à Noël. Tu sais, comme là, il va servir. Là, parce que là, toute ma famille vient. Puis là, on va l'utiliser pendant 2-3 jours. Puis après ça, il va dormir là pendant une année. T'es-tu inscrit au Metaverse? Ou... J'étais allé une fois, c'était incroyable. J'ai vu, je pense, 4 personnes. Tu sais, c'était triste. Là. Dans le Metaverse, il y avait personne là-dedans. Il y avait quelqu'un qui faisait un genre de karaoké toute seule devant... Ça a peut-être changé aujourd'hui, là, mais mon expérience était assez décevante. Mais bref,
Ils font des super belles choses technologiquement. Je pense que c'est comment le déployer, comment l'appliquer, qui sont encore en train de se chercher. Là. On arrive en novembre, on en parle déjà depuis tantôt. Là. Je pense que novembre, ça a été le mois de Gemini 3. Gemini 3? Ouais, c'est novembre. Ah, exact. Ça fait pas si longtemps. J'ai comme l'impression que Ben, ça dure vraiment on a longtemps. 3 Pro. Puis là, ben, hier, Ouais. avant-hier, ils ont sorti le Fast. Mais ouais, c'est le... Je l'ai pas encore testé, le Fast. Y est-tu intégré dans... Ben dans ouais, Gemini? elle s'est rendue... Parce qu'avant, t'avais soit Fast ou Gemini 3 Pro dans l'interface Gemini. Là, c'est encore ça, sauf que le Fast, au lieu d'être drivé par 2.5, est drivé par 3. Pratique. Puis on a notre Cloud Opus 4.5 qui est sorti aussi au même moment. Avez-vous entendu parler de la lettre ouverte il y a 1000 employés d'Amazon qui signent une lettre ouverte contre le déploiement rapide de l'IA. C'est peut-être des mouvements qu'on va voir passer dans les prochaines années, des gens qui s'opposent peut-être à l'IA, peut-être justement le déploiement rapide de l'IA qui vient littéralement bouleverser le marché du travail, qui va pouvoir bouleversera le marché du travail dans plusieurs domaines. Je sais pas c'est quoi votre idée là-dessus. Moi, je pense qu'il y a deux choses principales en action dans des changements majeurs, dans des périodes de chamboulement. Une technologie arrive puis chamboule un peu la société. Là. C'est pas la première fois qu'on vit ça dans l'humanité. On l'a vécu dans le début des années 1900 avec tout ce qui est l'industrialisation du monde. Avant ça, tout le monde vissait des vis, puis cognait des clous, puis faisait du travail très, très manuel. Les machines sont arrivées. Puis je pense que les gens à l'époque ont probablement vécu un peu ce qu'on vit aujourd'hui dans tout ce qui est l'âge d'information, où là, on est un peu bousculé par une technologie qui arrive. Par contre, si on se ramène dans les années fin 1800, début 1900, ben il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui. Il n'y avait pas de bateau cargo qui transporte de la marchandise sur toute la planète. Il n'y avait pas de centrale d'énergie qui distribue de l'énergie de façon excessive un peu partout. Fait que ça a créé littéralement même des nouvelles catégories de produits, des nouveaux domaines d'activité qui n'existaient pas du tout. Fait que je pense qu'on va voir la même chose. C'est sûr que pendant quelques années, il y a des gens qui vont être déplacés, ça c'est sûr. Il y a des jobs qui n'existeront plus bientôt, mais ça va créer un paquet de nouvelles jobs. On le voit même dans notre domaine, à peine 2 ans, un prompt engineering, un ingénieur de prompt, c'était quelque chose qui n'existait pas. Maintenant, il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Fait que, oui, je suis persuadé qu'il va y avoir beaucoup de manifestations, beaucoup de grogne contre l'AI dans certains domaines touchés. Mais je pense que ça va aussi juste créer énormément d'opportunités. Il y a un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Jevons, qu'on a observé la première fois dans les années 1800, lorsqu'on a optimisé les machines à vapeur, les moteurs à vapeur, pour les trains, entre autres. On pensait que la consommation de charbon allait diminuer, puis au contraire, elle a explosé en flèche. On se disait, mais si les moteurs consomment moins de charbon, on va utiliser moins de charbon. Mais non, en fait, c'est l'inverse qui est arrivé. Pourquoi? Parce que ça coûtait beaucoup moins cher prendre le train, transporter du matériel par train. Donc, la consommation de charbon a augmenté. On l'a vu récemment aussi avec les AI, justement, dans tout ce qui est traitement d'imagerie médicale. On pensait que les radiologistes, c'était une profession en voie de disparition. Puis pour les hôpitaux qui ont adapté de la technologie pour faire de l'automatisation d'analyse d'imagerie radiographique, en fait, les radiologistes sont en forte demande. Fait que là, c'est ça le paradoxe, en fait. C'est que si on automatise le traitement d'image, pourquoi on a besoin de plus de radiologistes? Parce qu'on en fait plus, au final. Parce qu'on en fait beaucoup plus. Puis les modèles qu'on a mis en place sont super bons pour identifier comme 80-90% des cas avec un super bon niveau de confiance. Fait que si tu as 80 à 90% des cas-là, lui est automatisé, mais il reste le 20 à 10% de cas plus problématiques sur lesquels le modèle n'est pas sûr, des nouvelles maladies. Puis elle a vu qu'on en fait beaucoup plus, il y a beaucoup plus de ces cas-là. Donc, on a besoin de plus de radiologistes pour analyser ces cas-là. Puis en plus, les radiologistes, ils trippent. Ils ont bien plus de fun parce que le 80%, souvent, c'était des faux positifs, des affaires, tu sais, avec Check au cas où. Puis là, tout ça est automatisé. Puis là, ils peuvent se concentrer vraiment sur des cas graves qui requièrent une attention importante. Fait c'est le paradoxe. Fait que je pense qu'on va voir ça aussi. Il y a probablement des gens qui vont avoir de la crainte d'être remplacés ou de voir leur travail, puis qui, peut-être au contraire, vont juste se trouver à se nicher plus dans là où ils ajoutent de la valeur. Puis, fait que je pense que
c'est ma perspective par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose même pour notre job. Là. 100%. Moi, j'ai l'impression que ma job est beaucoup plus le fun qu'avant. Là. Justement parce qu'on passe bien moins de temps sur des trucs répétitifs et sans valeur ajoutée. Là, versus que là, c'est le fun. T'es dans la créativité directement. Moi, depuis un mois ou deux, là, avec justement le niveau agentique dans Windsurf, là, changer ma fonction de travailler. Tu sais, ça n'a pas remplacé ma job. Là. Kevin n'est pas sur le bord de, de me renvoyer. Là. Je fais juste sortir bien plus pas de la paperasse, là, mais du document qui m'aurait pris bien du temps à faire, puis ça aurait accéléré 10 fois facilement l'output de certaines tâches que je faisais qui est pas intéressante. Là. Puis là, tu collabores. En tout cas, moi, je collabore beaucoup. J'ai une collaboration avec l'agent là, dans mon outil pour dire, c'est ça que j'avais dans l'idée. Formalise-moi, là, fais-moi la version mathématique de ce que je t'explique. Que je sais que je pourrais me pencher puis aller le retrouver moi-même, mais tu sais, il peut me le sortir, on valide ça, puis je fais ajuster, puis en tout cas, moi, ça a changé beaucoup ma façon de travailler juste dans les derniers mois. Là. Maintenant que ça fait ça dans ben l'industrie, là, puis j'ai un collègue qui est là, je suis assez écœuré de faire des PowerPoint, là, tu sais, c'est livrable, tu sais, il parle, il est dans la vente, il parle beaucoup aux clients, puis tu sais, il fait des PowerPoint, mais clairement, c'est cette tâche-là, l'annexe qui va s'en aller, puis ça s'automatise, puis il va juste se remettre à faire l'aspect intéressant de sa job. Là. Je pense que c'est ça. Puis, tu sais, souvent, il y a des nouvelles catégories, des propriétés émergentes de tout ça. Fait que, tu sais, ça t'amène juste ailleurs, je pense, en termes de possibilités aussi. Là. Fait que, tu sais, dans notre domaine de développement logiciel, tu sais, il y a 1 milliard de travailleurs du savoir dans le monde. Fait que c'est beaucoup de monde qui, à chaque jour, tu sais, viennent au bureau puis transigent l'information d'une façon ou d'une autre. Puis on est 30 millions de développeurs pour digitaliser, automatiser ce milliard de personnes-là fait comme... Fait que, tu sais, le gap est énorme. Déjà, on ne réussit pas à fournir à la demande de tout ce qu'il y a à digitaliser puis à traiter comme information en étant 30 millions de développeurs. Fait que si on devient, je sais pas, 20%, 50%, 100%, 500%, même plus productif à produire des applications, des systèmes, mais guess what, on va juste, tu sais, remplir ce gap-là. Puis un coup que le gap est rempli, c'est ça le paradoxe, en fait, c'est que là, c'est 1 milliard de personnes-là qui traitent l'information, va juste découvrir des nouvelles choses à faire, puis ça va générer encore plus de besoins d'information. Fait qu'on le voit même dans nos départements ici, chez Vouban. Tu sais, par exemple, tout ce qui est finance, tu sais, les équipes travaillent fort à produire des rapports financiers, tu sais, des rapports de PNL, des états financiers et autres. La journée où là, tu es capable de mettre de l'automatisation là-dedans, mais ça libère du temps pour faire des analyses financières plus poussées que tu n'as pas le temps de faire aujourd'hui. Fait que là, mais là, pour faire ces analyses-là, ça prend des nouveaux outils. Fait que là, Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est une roue qui tourne. En décembre, dernier mois, on est quoi, le 19 décembre aujourd'hui? 18? 18. Plus important qu'une fois que c'est parti dans Internet, la date n'a plus beaucoup d'importance. Mais en décembre, la chose la plus marquante qui est sortie, c'est Nano Banana Pro. Oui. Qui est vraiment l'apogée. Là. Justement, c'est pour ça qu'on parlait tantôt. OpenAI a l'air d'avoir réagi peut-être à Nano Banana 3 avec leur nouveau modèle d'image 1.5. Ouais. Pour moi, c'est un... Tu sais, avant, là, j'avais toujours Photoshop ouvert sur mon ordi. Puis c'est pas mal terminé. Le seul outil qui aimerait ça, souvent, je génère une image avec Nano Banana. C'est dur à dire, Nano Banana. Puis je fais juste... J'ai un autre modèle d'AI qui vient scale up. Scale up en français, c'est un bon mot en français, qui vient augmenter la résolution de l'image juste pour qu'elle soit plus de qualité. Mais finalement, je fais pratiquement tout avec Nano Banana directement pour, au lieu de faire des modifications, même des interfaces, des thumbnails. C'est fou la capacité. Si vous ne l'avez pas testé, là, honnêtement, là, vous êtes capable de générer des pages de livres, des graphiques. L'autre fois, ma blonde, elle me dit juste, elle voulait installer de quoi chez nous, proche de la porte. Puis elle me dit, peux-tu prendre juste une mesure entre la porte et la rampe d'escalier, mettons? J'ai pris en photo la porte puis la rampe d'escalier. Puis j'ai dit à Nano Banana, fais-moi un sketch comme si je l'avais fait au stylo, puis prends toutes les mesures, tu sais. Puis j'ai donné les mesures que j'avais pris avec le galant mesuré, bref. Puis il a fait un sketch, mais ma blonde était comme, tu dessiner l'entrée, ça?
Parce qu'elle avait vraiment l'impression que j'avais dessiné complètement au stylo l'entrée chez nous. Là. Bon, fait que comme à l'habitude, les caméras surchauffent, fait que ça a coupé, je sais pas à quel moment, mais on parlait de Nano Banana, je vais peut-être pouvoir l'utiliser pour cheater un peu la fin, ou un avatar. On va finir le podcast avec mon avatar que j'utilise d'ailleurs dans plusieurs vidéos. Fait que Nano Banana, vous l'avez testé un peu? Ouais, c'est ça. Ben, Nano Banana était déjà bon, mais là, le Pro est encore meilleur. Puis, en tout cas, moi, ce qui est game changer, c'est vraiment de pouvoir utiliser une photo existante et modifier ce que tu veux. Là, on a plusieurs exemples avec des maquettes dans des logiciels existants. Mais tu dis, ben, OK, rajoute-moi une fenêtre, un pop-up qui démontre la nouvelle fonctionnalité. Ou même, on a fait des projets avec des caméras industrielles. On dit, ben, juste faire un sketch pour montrer au client à quoi ça va ressembler le setup. Tu prends une photo de la ligne de production, puis là, tu demandes Nano Banana, ben, ajoute-moi un frame en aluminium extrudé avec 2 caméras industrielles, de la lumière. Pouf, là, ça apparaît dans l'affaire avec la ligne existante. On voit que c'est encore un sketch, mais c'est plus cartoony comme c'était un peu avant. Là. Ça a l'air réaliste. Encore quelques affaires par rapport. En termes de sketch, c'est amplement suffisant. Là, puis ça te permet au client ou à n'importe qui de visualiser tout de suite c'est quoi, ça va être quoi exactement. Là. Non, c'est vraiment incroyable. Moi, même, je l'utilisais ce matin pour générer un logo pour un produit qu'on est en train de développer. Là. Puis, j'ai juste expliqué vraiment, j'ai pris le temps là, d'expliquer le brand, puis tout le rationnel derrière, l'histoire, qu'est-ce qui a mené à ce nom-là, puis tout ça, puis c'est quoi le produit et autres. Là. Puis le logo qui est sorti, c'est honnêtement, j'étais comme, yes, exactement. J'étais impressionné, là, vraiment, vraiment impressionné. Et j'ai fait moi-même dans mon sous-sol en 15 minutes, ce qui aurait pris des semaines, des fois, à faire d'itération puis de compréhension et tout. Là. Fait que je suis vraiment... Non, ça, je pense que ça va avoir un impact là, massif. Là. Surtout de pouvoir préserver une image puis d'itérer sur la même image. Là. C'est parce que avec les anciens modèles, c'était ça le problème, là, c'est qu'à chaque itération, l'image dégradait. Ouais. Mais là, de dire, regarde, je veux que, mettons, je prends une photo de toi, puis je veux garder toi sans aucune modification, mais tu sais, puis juste rajouter des éléments graphiques sans qu'il y ait de perturbation sur le reste de l'image, c'est incroyable comme impact. Et pour ceux qui ont fait du Photoshop, ça prenait un temps fou faire ça en Photoshop. Je l'ai déjà fait, là. J'avais ma tablette graphique avec le stylet, là. Là, oui. Puis là, tu faisais juste aller détourer quelqu'un sans que ça apparaisse dans une image, c'était une job. Ça pouvait prendre une journée, 2 journées à faire vraiment une belle job. Fait que là, t'arrives avec les cheveux, puis... Ouais, tout, là. Puis genre là, c'est seamless, là. Ça a aucun sens, ça. Fait que tu sais, je suis même rendu, tu sais, les vidéos, je fais des vidéos d'infolette, puis je suis capable de prendre Gemini Pro pour générer des animations que je dis, je génère en React une animation, mettons, comment ça fonctionne un réseau de neurones, mettons, puis il vient tout l'animer. Je réutilise ça directement dans mes vidéos, mais je montrais ça l'autre fois justement à la designer ici chez Vuban. Elle a fait ça dans After Effects, ça y prend 8 heures à faire. Puis là, j'y ai fait la même chose qu'elle est en train de faire en comme 3 minutes et demie. Là. Bref, des bons game changers. On a passé pas mal de stock en 2025. 2026 s'en vient. Je pense que ça va être encore plus fou que 2025. T'sais, 2025, on parlait beaucoup, on dit il va y avoir de l'agentic. On parlait, ça a vraiment été tout le long de l'année le sujet des agents. Je pense que 2026, c'est là qu'on a commencé à le voir concrétiser pour vrai, là, parce que peut-être qu'on s'est rendu compte en 2025 que c'est pas si facile que ça, faire un système agentic complexe qui part pas dans n'importe quelle direction. Là. Fait qu'il y a une bonne complexité dans ces systèmes-là. Je sais pas comment vous voyez de votre côté 2026. Exactement aligné avec ce que tu viens de dire. Je pense que en 2025, on pensait qu'il y avait énormément d'agents qui allaient arriver. Finalement, il y a plus de framework d'agents qui a sorti que d'agents. Fait que je pense que tout le tooling s'est mis en place, gagne en maturité rapidement. Puis je pense que l'année prochaine, c'est là qu'on va vraiment commencer à voir les agents arriver de façon plus présente dans nos vies en général. J'ai des amis déjà qui opèrent, mais ils ont atteint ces milestones-là récemment, là, où là, ils ont des agents vraiment assistants qui... j'ai justement pris un meeting avec un de mes amis à San Francisco cette semaine, puis j'ai interagi avec son assistant, son agent, dans le fond. Là, puis on était 4-5 personnes pour le meeting, a coordonné, appelé tout le monde. Fait que son agent vit en ligne 24/7. Tu peux le texter, tu peux y écrire, tu peux y envoyer des messages. Puis elle va coordonner des... Fait que ce niveau d'agence-là, d'agentic-là,
là, je pense qu'on va le voir arriver finalement dans nos vies avec des impacts super intéressants. Fait que je pense qu'on va prendre probablement quelques années à se déployer. 2026, 2027 encore. Je pense qu'on rentre dans quelques années où vraiment Agentic AI va dominer. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être... Tu sais, là, comme nous, on suit ça de très, très près, puis c'est à peu près ça, moi, qui a débloqué dans les 2 derniers mois. Tu sais, là, l'interaction avec un agent qui fait qui sont faits pour le code, mais je l'utilise pour faire du texte puis générer de la documentation, des trucs comme ça. Tu sais, ça a été game changer. Mais là, on est le front de la vague. Fait que là, il y a tout ça qui risque de se démocratiser sur encore 1 ou 2 années, c'est sûr. Là. Ouais. Ben, merci à vous deux. C'était une conversation, une super conversation. J'ai bien apprécié. J'espère que vous avez apprécié, vous aussi, à distance et vous deux. Fait que je vais essayer de vous réinviter en 2026, minimalement l'année prochaine. on pourra commencer avec les prédictions, puis ça sera peut-être nos agents qui vont être là. Ouais, c'est ça. On va être droit. Les 3 clones. Ben, excellent. Merci tout le monde. Merci, Hugo. Merci.